Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube de vidéos de cours en gestion comptable et financière. Dans cette vidéo de comptabilité approfondie, nous allons aborder les emprunts obligataires. Alors c'est un chapitre particulièrement intéressant pour la comptabilité approfondie, car en fait il est au cœur de plein de parties de programmes différents, que ce soit de la comptabilité des sociétés, de l'enregistrement d'acquisition d'actifs financiers, de régularisation de charges et produits. Bref, pour voir si vous avez bien compris, c'est un chapitre fondamental. Point de vue du cours, point de vue du contenu de cette vidéo, je vais vous expliquer dans un premier temps le fonctionnement de l'emprunt obligataire, très succinctement. On verra quelles sont les caractéristiques financières de l'emprunt obligataire qui va nous intéresser pour la comptabilité approfondie. Et puis après, on va donc voir la comptabilisation de l'émission de l'emprunt obligataire, comment est-ce qu'on comptabilise ce qu'on appelle le service de la dette, quelles sont les opérations d'inventaire qui sont liées à l'emprunt obligataire, et puis on va voir deux cas spécifiques qui sont l'émission des bons de souscription d'obligations, les BSO, et l'annulation de ses propres obligations. Et puis à la fin, je vais vous proposer deux sujets d'exercice bien complets. Le temps d'un petit jingle, vous installez papier, crayon, de quoi noter, et on commence. Parlons rapidement de l'emprunt obligataire et comment ça fonctionne. Donc surtout, ce que je voulais vous présenter là, c'est qui va émettre un emprunt obligataire et quelle est la réglementation. Il faut savoir que sur le marché obligataire, c'est majoritairement les États qui vont financer, c'est comme ça que les États se financent, les grosses banques, enfin les banques de façon générale, mais de plus en plus, les entreprises type start-up vont trouver un intérêt à ce financement. Du point de vue réglementaire, c'est réservé aux SA, SAS, SCA qui ont plus de 2 ans, puisque pour pouvoir présenter et donc émettre un emprunt obligataire sur le marché, il va falloir présenter au moins 2 bilans qui ont été approuvés par les actionnaires dans des conditions normales. Si on n'a pas les 2 ans, il y a des conditions particulières, mais c'est vraiment important de montrer en fait au marché une certaine stabilité et une certaine transparence. De même, il faut que le capital social soit totalement libéré. C'est-à-dire qu'on ne doit pas aller chercher des fonds obligataires si on n'a pas encore récupéré les fonds de la constitution de société ou de l'augmentation de capital. Quand est-ce qu'on va utiliser l'emprunt obligataire? Lorsqu'on a besoin de financement à moyen et long terme et lorsqu'on a besoin entre quelques centaines de milliers d'euros, voire plusieurs millions d'euros. Donc c'est quand même un montant assez important qui va permettre aux entreprises de se financer en passant par les marchés. Alors pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'obligation, je vous ai fait une petite vidéo simple pour vous expliquer le fonctionnement. Là, on rentre vraiment dans le vif du sujet et dans la comptabilisation. Donc, première étape, quelles sont les caractéristiques financières qui nous intéressent pour la comptabilisation d'un emprunt obligataire? Alors, les caractéristiques clés qui nous intéressent, c'est en particulier la valeur nominale, le prix d'émission et le prix de remboursement. Je vous explique rapidement. On a donc l'entreprise qui est émetteur d'un emprunt obligataire, c'est-à-dire qu'elle va émettre un certain nombre d'obligations. Ces obligations, elles ont ce qu'on appelle une valeur nominale. Je vous rappelle que la notion nominale, on la retrouve aussi sur un billet, sur une pièce. La valeur nominale, c'est le nom qui a marqué sur la pièce, ici, sur l'obligation. Donc en fait, elle émet des obligations. Donc maintenant, c'est dématérialisé. Avant, on était sur un bout de papier. Et sur le bout de papier, il y avait marqué la valeur de l'obligation. Et donc, elle émet cette obligation à une valeur nominale. Si tout va bien, elle va rencontrer des souscripteurs qui vont donc acheter ces obligations. Pour acheter ces obligations, ces souscripteurs vont verser une certaine somme qui peut être différente du nominal. Et donc, la somme qu'ils vont verser, ça s'appelle le prix d'émission. C'est ce qui va permettre réellement de financer l'entreprise. Cet emprunt obligataire, il a une durée de vie et cette durée de vie fait qu'à la fin de l'emprunt, ou au fur et à mesure, on verra un petit peu après, à un moment donné, comme c'est un emprunt, il va falloir rembourser. Donc l'émetteur va rembourser, va récupérer ses obligations en contrepartie d'une somme d'argent. Cette somme d'argent peut être encore une fois différente et du nominal et du prix d'émission. Donc ce qu'on s'aperçoit, c'est que souvent le prix d'émission va être inférieur au nominal pour inciter les souscripteurs à acheter et que le prix de remboursement peut être supérieur au nominal pour, encore une fois, inciter les souscripteurs à acheter au départ. Ce prix-là va être le prix de remboursement.
Et donc comptablement, c'est ces deux différences-là entre nominal et prix d'émission et nominal et prix de remboursement qu'il va falloir analyser puisque évidemment ça va donner lieu entre autres à une comptabilisation particulière. Donc je ne vous parle pas ici du service de la dette, c'est-à-dire du paiement des intérêts, je vous en parlerai plus tard. Quelques précisions quand même sur le calcul de ces différents éléments. Donc lorsqu'on a le nombre d'obligations et nominal, on va donc pouvoir déterminer le montant emprunté. On a dit qu'on avait un prix d'émission qui était le prix versé par le souscripteur. Et donc, point de vue vocabulaire, il faut que vous connaissiez un certain nombre de termes. Donc, dans le cas où le prix d'émission est égal à la valeur nominale, on parlera d'une émission au pair. Alors que si le prix d'émission est inférieur à la valeur nominale, là, on fera apparaître une prime d'émission. On a un petit peu le même raisonnement, cette fois-ci à la fin, la durée de vie de l'obligation. Cette fois-ci, on parlera de prix de remboursement, c'est-à-dire le prix à verser par l'émetteur au souscripteur. Dans ce cas-là, si le prix de remboursement est égal à la valeur nominale, on va utiliser sensiblement le même vocabulaire, c'est-à-dire qu'on parlera d'un remboursement au pair. Si le prix de remboursement est supérieur à la valeur nominale, cette fois-ci, on va faire apparaître une prime de remboursement. Alors, point de vue de la comptabilisation à proprement parler. Déjà, on va voir le cas chez l'émetteur, donc deux cas de figure. Le cas le plus simple où on a une émission au pair et un remboursement au pair. Dans ce cas-là, on va enregistrer la souscription, donc on va recevoir de l'argent en banque et on va devoir ensuite rembourser. On aura un emprunt obligataire qui correspond à la dette et donc tout ça pour la valeur nominale puisqu'on a une émission et un remboursement au pair. Ça se complique un petit peu si on a et une prime d'émission et une prime de remboursement ou l'un ou l'autre. Dans ce cas-là, dans notre schéma d'écriture, on va avoir en banque, donc en flux entrant, le prix d'émission qui va être enregistré. On va devoir faire apparaître une prime de remboursement. Comptablement, il n'y a que la prime de remboursement qui existe. Et donc, dans ce compte de prime de remboursement, donc vous remarquerez en fait c'est le compte d'emprunt avec un 9 en troisième position, c'est quelque chose qu'on va débiter, qui va venir quelque part réduire la valeur de notre emprunt. Donc ici la prime de remboursement c'est et la prime d'émission et la prime de remboursement, c'est la somme des deux. Et puis enfin la dette que l'on a, la dette c'est ce qu'on va rembourser, donc en crédit du compte 163, c'est le prix de remboursement qui va être crédité. Maintenant, lorsque l'on émet un emprunt obligataire, on est obligé de passer par des intermédiaires financiers, c'est-à-dire qu'en fait, seuls les intermédiaires financiers peuvent interagir sur les marchés financiers, donc on est obligé de passer par eux, et donc eux ont un travail de publicité, de mise en œuvre, de contrôle de documents, qui fait qu'ils vont nous facturer des frais d'émission, des frais d'opération d'émission d'un emprunt obligataire. Ces frais d'émission, on va les comptabiliser en charge. Donc à la date de l'émission d'emprunt, on va enregistrer une commission bancaire 627, ici 627.2, commission et frais sur émission d'emprunt, et donc on va voir ces frais d'émission d'emprunt. La particularité, c'est que ces frais d'émission d'emprunt, ils servent à avoir un emprunt qui a une durée limitée, mais une durée à plus d'un an, à long terme. Donc on va devoir étaler ces frais d'émission d'emprunt sur la durée de vie de l'emprunt. Dans ce cas-là, on va constater une charge à répartir, donc c'est le compte 481,16, c'est frais d'émission à répartir. Et donc cette charge à répartir, on va la compenser par un transfert de charge. Donc en fait, l'idée là, c'est de compenser la charge des frais d'émission pour la totalité. Et donc là, on va transférer la totalité des frais d'émission d'emprunt. Et puis après, à l'inventaire chaque année, on va répartir, donc on va constater une charge proportionnellement à la durée de vie de l'emprunt. On va faire ça par la suite. Parlons avant du service de la dette, c'est-à-dire du paiement des intérêts et du remboursement. Il faut savoir que tout comme les emprunts indivis, les emprunts bancaires, on va faire ça simple, il y a différentes modalités
de remboursement de l'emprunt. Donc je vous mets un petit lien, comme ça vous pourrez, si vous voulez, aller revoir comment ça se passe au niveau des emprunts indivis. Ici, on retrouve la même chose, donc on a 3 modalités de remboursement de l'emprunt. Soit on a un remboursement in fine, ça veut dire qu'on va rembourser la totalité de l'emprunt à la fin de la durée de vie de l'emprunt. Concrètement, ça veut dire que chaque obligataire aura le remboursement de son obligation à la fin de l'emprunt obligataire, tout le monde en même temps et du montant du prix de remboursement. Deuxième modalité, c'est un amortissement constant, c'est-à-dire qu'on va rembourser chaque année le même montant. Dans le cas d'un emprunt obligataire, ça veut dire en fait qu'on va rembourser un nombre fixe d'obligations, c'est-à-dire que si vous avez 100 000 obligations sur 5 ans, vous allez rembourser 20 000 obligations par an. Et pour savoir qui va être remboursé, en fait, on va tirer au sort les obligations qui vont être remboursées. On ne va pas faire par ordre alphabétique. Sur les 100 000 obligations, si on en a 100 000, on va tirer au sort les 20 000 qu'on va rembourser. Troisième modalité de remboursement, c'est l'annuité constante. Donc cette fois-ci, dans l'annuité constante, si vous révisez votre cours de mathématiques financières, de finance d'entreprise, dans le cas d'une annuité constante, ce qui se passe, c'est que le montant des intérêts qu'on paye et le montant de remboursement doit être tous les ans la même chose. Concrètement, comme je rembourse au fur et à mesure, mes intérêts diminuent et donc en fait, d'une année sur l'autre, je vais rembourser de plus en plus d'obligations. Et encore une fois qu'on a calculé le nombre d'obligations qu'on va devoir rembourser, on va tirer au sort les obligations qu'on va rembourser. Donc ça, c'est le remboursement de l'emprunt. En plus de ce remboursement, à la date anniversaire de l'emprunt, il va falloir payer l'intérêt annuel, il va falloir payer ce qu'on appelle le coupon. Donc l'intérêt se calcule tout simplement en faisant le nominal fois le taux d'intérêt. Attention, c'est là que le nominal est très important. Et il existe par contre une exception pour des obligations qu'on appelle des obligations à coupon zéro, c'est-à-dire qu'il existe des obligations dans lesquelles on ne versera pas d'intérêt. Et donc l'attrait de ces obligations à coupon zéro se fait généralement que sur la différence entre le prix d'émission et le prix de remboursement. Voyons maintenant la comptabilisation. Alors on va faire simple dans un premier temps, et puis comme vous avez tendance quand même à aller travailler sur d'autres ouvrages, je vais vous montrer quand même lorsque on est un peu plus décomposé, du coup moi je trouve un peu plus compliqué. Donc si on fait une écriture simplifiée, on va avoir dans le service de la dette deux choses. On va avoir les intérêts, donc les intérêts, il s'agit du compte 661 charges d'intérêt, c'est le coupon. Ici, on va pouvoir mettre coupon. Et puis, on a le remboursement. Donc, le remboursement consiste à une annulation de l'emprunt. Donc, cette fois-ci, je veux débiter le compte d'emprunt obligataire. Donc, ça, c'est le remboursement. C'est le nombre d'obligations qu'on rembourse. Attention, quand on rembourse, de remboursement et non pas le nominal. C'est bien le prix de remboursement. Maintenant, concrètement, on a souvent des dates différentes où on va dire qu'on va payer et ensuite on va payer. Donc, on va pouvoir décomposer. Donc, si on décompose un peu plus, on va avoir d'une part les intérêts avec un compte d'attente, ici 472. On va pouvoir aussi trouver un compte de 467,2 de débiteur divers. Derrière, on va avoir l'écriture pour le remboursement de l'emprunt, pareil, avec un compte d'attente. Et puis, une troisième écriture où on a le remboursement. Et donc, on solde les comptes d'attente. Et puis, on a le paiement. Voilà, à vous de voir. Moi, en termes d'apprentissage, je pense que la première suffit largement. En termes d'apprentissage, en pensant DCG et examen. Voyons maintenant les opérations d'inventaire. Alors, à l'inventaire, la première chose, c'est que souvent, la date d'échéance du paiement de l'intérêt est différente de la date d'inventaire. Dès lors qu'il y a différence entre les deux, les intérêts étant dus sur les obligations au jour le jour, il va falloir comptabiliser des intérêts courus. C'est-à-dire le fait qu'on n'a pas encore reçu les intérêts, on les aura qu'à la date d'échéance, mais ils nous sont dus, ou on les doit en fonction des cas. Donc, il va falloir comptabiliser ces intérêts courus. Il s'agit de régularisation. Ici, voici donc l'écriture. Donc, on enregistre nos intérêts courus. Donc, on va faire un prorata de l'année.
Et puis, on enregistre des intérêts courus, donc 168,83, ce qui va être important pour avoir les intérêts courus, c'est le 8 ici, sur les autres emprunts obligataires. C'est une écriture de régularisation de fin d'exercice. Si vous avez besoin de réviser, encore une fois, je vous mets une petite fiche avec chapitre de niveau DCG9, c'est au programme du DCG9. Il faut savoir que cette écriture de régularisation, on va devoir la contrepasser à l'ouverture de l'exercice suivant. Au niveau de l'inventaire, ce qu'il va falloir prendre en considération aussi, c'est l'étalement, d'une part, des frais d'émission d'emprunt, d'autre part, de la prime de remboursement. Il y a deux modalités pour cet étalement. Soit on fait linéairement, c'est-à-dire qu'on fait par fraction égale, c'est-à-dire que si j'ai un emprunt sur 5 ans, je vais faire 1/5. Soit on va faire selon les modalités d'emprunt, c'est-à-dire qu'en fait, on va prendre en considération le montant des intérêts et on va répartir proportionnellement aux intérêts. Je vous invite à voir l'exercice de fin et à regarder la correction pour mieux comprendre. Ici, je veux juste vous expliquer le cours et donc le schéma d'écriture. Les calculs sont différents, mais le schéma d'écriture, lui, est le même. Donc, lorsqu'on répartit les frais d'émission d'emprunt, on a vu précédemment qu'on avait tout mis en frais d'émission d'emprunt à répartir. Et donc, lors de chaque inventaire, je vais répartir ces frais d'émission d'emprunt. Donc ici, je vais constater une écriture où je vais faire une dotation aux amortissements des charges à répartir, donc 68,12, et je vais réduire le montant de mes frais d'émission à répartir. Et donc, chaque année, je vais en répartir un petit bout. C'est à peu près le même principe pour la prime de remboursement. Je vous rappelle que prime d'émission, prime de remboursement, comptablement, tout est classé en prime de remboursement. Cette prime de remboursement, en fait, on va l'étaler, encore une fois, sur toute la durée de vie de l'emprunt. Donc, pour étaler, on va avoir un compte de dotation aux amortissements des primes de remboursement. Et je vais réduire, donc cette fois-ci, je vais créditer ma prime de remboursement des obligations. Encore une fois, soit par fraction égale, soit proportionnellement aux intérêts courus. Alors, rapidement et très succinctement, s'il y a besoin, je vous invite à aller voir, à réviser votre chapitre sur l'acquisition des actifs financiers. Mais rapidement, le point de vue, cette fois-ci, du souscripteur. Pour le souscripteur, lui, c'est un peu plus simple, c'est-à-dire qu'on va avoir 3 moments clés. On va avoir la date de souscription. Donc, soit c'est une activité de portefeuille, soit ça ne l'est pas. Ici, j'ai considéré que c'était des titres immobilisés, mais c'est une immobilisation puisque la durée de vie d'une obligation est au-delà d'1 an et que souvent, en fait, ça fait partie des éléments qu'on va garder pour un placement à long terme. Deuxième moment, c'est lorsque on nous paye le coupon. Ici, c'est le coupon. Donc, le coupon constitue pour le souscripteur un produit financier, donc revenu des titres immobilisés. Évidemment, si on a une date d'échéance différente de la date d'inventaire, on aura des intérêts courus, mais un produit financier du coup à recevoir. Et puis, lors du remboursement de l'obligation, donc c'est toujours le service de la dette, mais dans l'autre sens, cette fois-ci, je vais devoir annuler. Donc ici, je crédite cette fois-ci mon titre immobilisé. Je vais devoir annuler le montant de l'obligation. Je ne rentre pas dans le détail des primes d'émission, primes de remboursement. Je vous laisse aller voir le chapitre qui est consacré à cette partie-là. Parlons maintenant de quelque chose qui est un peu plus spécifique, qui est l'émission des bons de souscription d'obligations, autrement appelés les BSO. La première étape est donc l'émission des bons de souscription d'obligations. Un bon de souscription d'obligations, c'est l'option de souscription d'obligations futures. Donc, l'émission de ces titres va permettre aux souscripteurs d'acheter, d'acquérir des obligations à un prix d'émission spécifique sur une période définie. C'est-à-dire que lorsqu'on achète ce bon de souscription d'obligations, après, on aura la possibilité de souscrire à l'emprunt obligataire sur une période de 6 mois à 1 an à un prix défini. Ce bon de souscription d'obligation, il est donc créé par l'entreprise. Ce n'est pas un emprunt en tant que tel. Et comme il est créé dans l'entreprise, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il n'existe pas à l'actif du bilan. Et donc, comme beaucoup de choses en comptabilité, lorsque c'est créé par l'entreprise, il n'y a pas de comptabilisation. C'est le même exemple que le fonds de commerce. En fait, un fonds de commerce créé par l'entreprise ne va pas être comptabilisé parce qu'il est difficilement valorisable.
Donc ici, on va enregistrer ces bons de souscription d'obligation en produits constatés d'avance, jusqu'à ce que le souscripteur active ces bons de souscription. C'est-à-dire qu'en fait, on considère que la valeur des bons de souscription d'obligation est une avance sur le fait que des personnes vont souscrire à l'obligation ensuite. Donc on va enregistrer à la date de souscription des bons de souscription d'obligation un paiement. Ils achètent nos bons de souscription, donc on va avoir une rentrée d'argent, alors pas énorme, mais quand même une rentrée d'argent, qui correspond donc à des produits constatés d'avance. Deuxième étape, dans le timing, les propriétaires des bons de souscription d'obligation, les souscripteurs, vont activer ces bons de souscription d'action, c'est-à-dire qu'ils vont acheter des obligations. À partir de ce moment-là, on va faire apparaître dans la comptabilité un emprunt obligataire. Donc on a la même écriture que lorsqu'on a une émission d'obligation. On nous achète les obligations avec un prix qui peut être différent du nominal, donc on va faire apparaître une prime de remboursement et on va devoir les rembourser. Donc on a une dette à long terme pour la valeur de remboursement. Troisième étape, tous les bons de souscription d'obligation n'ont pas forcément été exercés. Il va donc falloir annuler les bons de souscription non exercés. Donc, si on annule ces bons de souscription non exercés, c'est en fait qu'on va considérer que ce ne sont plus des produits constatés d'avance, mais des produits financiers. On a vendu des options. Ces options n'ont pas été activées, mais n'empêche qu'on me les a achetées, donc c'est un produit. Donc, je solde le compte produit constaté d'avance et je constate un produit financier pour les bons de souscription d'obligation qui sont périmés, c'est-à-dire que la date d'exercice est dépassée et ne pourront plus être exercés. L'étape 4, il s'agit de traiter cette fois-ci les bons de souscription d'obligation qui ont été activés. Ces bons de souscription d'obligation, eux, ont aussi donné lieu à souscription d'obligation. Il va donc encore une fois que je considère que je n'ai plus des produits constatés d'avance, mais des vrais produits, sauf que ces produits, ils sont à étaler sur toute la durée de vie des obligations cette fois-ci. Donc cette fois-ci, je vais répartir les produits constatés d'avance sur toute la durée de vie des obligations. Donc l'écriture sur ces bons de souscription d'obligation activés est la même que pour les bons de souscription d'obligation non activés. Mais par contre, le montant sera différent puisque cette écriture-là, je vais la voir sur toute la durée de vie des obligations. Donc à chaque inventaire, je vais devoir répartir le produit constaté d'avance pour les bons de souscription d'obligation qui ont été activés. Donc si c'est sur 5 ans, l'inventaire des 5 années, je vais devoir donc étaler ces produits. Dernier cas particulier, c'est l'annulation de ses propres obligations. Et là, cette fois-ci, on va voir, il y a 2 étapes à connaître. La première question, avant de voir les étapes, c'est de se poser la question, mais pourquoi est-ce que l'entreprise peut être amenée ou va choisir de racheter ses propres obligations et donc de les annuler? Eh bien, parfois, le cours de bourse va être inférieur au prix de remboursement et on aura dans l'entreprise de la trésorerie disponible. Donc, vous avez de l'argent, vous devez rembourser, disons ici, cette somme-là et le cours de bourse, il est là. Donc, si vous payez ça, vous allez faire une économie ici entre le prix de remboursement et le prix d'action. Donc, on va faire une économie de trésorerie. Point de vue schéma comptable, on a donc 2 étapes. On va, dans un premier temps, racheter ces obligations. Donc, on va aller sur le marché de gré à gré et on va essayer de racheter ces obligations. Donc, on va proposer un prix intéressant pour qu'ils soient prêts à avoir leur achat. Et puis ensuite, on va annuler notre emprunt, donc annuler les titres. Et puis, par définition, comme il y a une différence, on va faire apparaître un boni, un gain, qu'on va enregistrer dans un produit exceptionnel. Voyons donc le schéma d'écriture. On a dit 2 étapes. Première étape, à la date de rachat, on va donc enregistrer une VMP. C'est le compte spécifique 505 obligations rachetées par l'entreprise.
Et donc, on paye avec le 512 banque. Donc ici, il s'agit du prix de rachat. Et puis, dans un second temps, on annule. Donc ici, on va annuler pour le prix de remboursement. En banque, on a donc le prix de rachat. Et donc, la différence entre les deux, bah, ça va être un bonus, ça va être une plus-value quelque part du fait qu'on a acheté quelque chose qu'on aurait dû rembourser plus tard, plus cher. Donc évidemment, cette opération, elle est intéressante financièrement, mais elle n'est intéressante financièrement que si l'entreprise a la trésorerie disponible pour le faire. Sinon, c'est forcément pas intéressant. Alors, je vous propose quelques exercices, parce que je vous rappelle qu'en comptabilité, sans faire d'exercice, on n'arrive pas à se souvenir et on n'arrive pas à reproduire. Ce qu'on vous demande, c'est quand même de passer des écritures, en plus de les comprendre. Premier exercice, la société Bond 007 émet un emprunt obligataire. Il est remboursable par amortissement constant. Il est émis donc le 2 janvier N et on vous donne les conditions suivantes. Je vous laisse noter, regarder, etc. Dans cette première partie, je vous demande dans un premier temps de déterminer la prime d'émission, la prime de remboursement, de déterminer les coupons annuels versés, et c'est une question qui est vraiment très importante en particulier pour la suite, et de comptabiliser l'émission de l'emprunt obligataire. Dans un second temps, on vous précise que l'entreprise Bond 007 a décidé d'étaler les frais d'émission d'emprunt. Et on souhaiterait avoir une simulation de l'amortissement de la prime de remboursement selon les deux options, soit en linéaire, soit en fonction des intérêts courus. Donc, en termes de questions, il faut passer les écritures d'inventaire nécessaires avec les deux options évoquées et comptabiliser le premier service de la dette. Troisième partie de cet exercice 1, attention, le 10 février N+3, l'entreprise Bond 007 dispose de beaucoup de trésorerie et n'a pas de projet d'investissement. De par la conjoncture, ses obligations sont cotées 101% au pied du coupon et le coupon est coté à 0,44%. Elle décide donc de racheter ses obligations pour les annuler et réaliser ainsi des économies. Deux questions, passer les écritures de rachat et une question où je vous demande d'essayer de calculer l'économie réalisée par l'entreprise. Enfin, deuxième exercice, cette fois-ci c'est la société FinTech, elle émet 10 000 bons de souscription d'obligations à 20 € et elle fait ça le 15 janvier N. Chaque bon de souscription d'obligation permettra d'acquérir une obligation, donc c'est un BSO pour une obligation. Cette obligation, elle sera remboursable au pair au bout de 10 ans. Elle sera achetable, c'est pas très joli, à 400 € et on pourra l'exercer, ce bon de souscription d'obligation, on pourra l'exercer entre le 16 janvier N et le 20 décembre N+1. Le 20 décembre N+1, 7500 bons de souscription d'obligations ont été utilisés pour souscrire les obligations. Question simple, comptabiliser les opérations nécessaires en N et en N+1 par rapport aux informations fournies. Déjà une demi-heure dans cette vidéo, donc on s'arrête ici. Une autre vidéo évidemment avec la correction de l'exercice. N'hésitez pas du coup à activer la petite cloche pour recevoir la notification. Ce chapitre est vraiment très important car au cœur du programme de comptabilité approfondie, n'hésitez pas pour bien comprendre à réviser votre finance d'entreprise avec les emprunts débits, la régularisation des charges et produits de niveau des CG9, les acquisitions de titres, plus évidemment ce chapitre-là de comptabilité des sociétés. Je vous souhaite bon courage, bon apprentissage et à très vite.